Et du calme, tirelire. L'Office d'aide aux désastres à l'étranger est l'institution américaine qui finance la logistique des convois équilibre en Bosnie. Grâce à cela, toute ONG internationale peut faire transporter ses marchandises par les camions de l'association sans aucun frais. Le chargement se fait à Split, base logistique, et la direction des convois est alors plein nord. La route traverse la frontière de Kamenčko entre la Croatie et l'Herzeg-Bosna, la partie croate de la Bosnie. Le cheminement devient alors plus aléatoire du fait des conditions climatiques en hiver et par la présence de nombreuses milices croates et musulmanes sur les checkpoints. Là, on va bientôt passer un checkpoint qui est difficile, celui de la sortie de la piste aux travaux, dans le sens Split-Zenica. C'est un checkpoint musulman. Alors, le but de ce checkpoint, c'est pas de nous checker, de voir ce qu'on a dans les véhicules. Le but, c'est de trouver quelque chose à nous faucher, quoi. C'est du racket là, maintenant, et là maintenant toute la négociation, c'est de rester ferme au maximum sans dépasser certaines limites, ça va de soi, et ne rien laisser. Le danger, c'est aussi et surtout Gornji Vakuf et Vitez, deux zones de front que les chauffeurs ne traversent que lorsque la situation est calme, avec pour ouvrir et fermer la route 2 blindés anglais. Ici, pas question de s'arrêter. On arrive dans Gornji Vakuf, qui est d'un côté croate et musulman. Ça bombarde assez souvent, tire tout le temps, généralement, tout le temps du tir, tout le temps. Assez souvent du bombardement aussi. 5 jours sont parfois nécessaires pour effectuer les 300 km qui séparent Split de Zenica. Là, une deuxième équipe de chauffeurs locaux prendra le relais avec des camions plus légers pour gagner le nord de la Bosnie. Par où passe-t-on ? Sur les routes que l'on utilise, il y a pas mal de risques, surtout pour ceux qui sont derrière le volant. J'ai oublié de vous dire, je suis chauffeur professionnel. Je conduis depuis 27 ans. Donc pour moi, ça va encore. C'est pas tellement difficile. Simplement, on aide autant qu'on peut. Quant à équilibre, on va parfois, dirais-je, où personne ne va. Peu m'importe à qui j'emmène l'aide. Un Slovène, un Croate, un Serbe ou un musulman. Ce n'est pas important. L'important, c'est que cette aide parvienne à la destination prévue et que les gens obtiennent ce qui leur est destiné. À Tuzla, après 10 heures de route, les 24 tonnes de matériel ICF et Terre des Hommes sont remis à leurs propriétaires. Malheureusement, du fait du problème de route, blocage de route, on devrait recevoir, en fait, nos besoins c'est 94 tonnes par mois. On ne reçoit à l'heure actuelle, je vais dire, qu'une 50aine de tonnes du fait du blocage des routes. Indispensable pour la sécurité sur les pistes et les routes de Bosnie, la radio, qui permet à tout moment les contacts avec le reste du convoi et les différentes missions. Quels que soient les moyens logistiques qui sont mis à la disposition et de l'UNHCR et des ONG, nous ne suffisons pas à la tâche. Il faut estimer que sur la Bosnie centrale, à peine le tiers de l'aide nécessaire arrive. Pour essayer de pallier à cette insuffisance, le parc de camions équilibre à Split va s'agrandir de 5 véhicules. Zenica en Bosnie centrale est coupée du reste du monde, et la nourriture qui y arrive est celle acheminée par le HCR et quelques ONG internationales. Malheureusement, le tonnage ne peut subvenir aux besoins des 200 000 habitants, dont 60 000 réfugiés et déplacés.
7000 d'entre eux vivent en logement collectif, les autres en logement individuel, à l'image de Indira, traductrice pour Équilibre. En cadre de mon travail pour Équilibre, j'avais l'occasion de visiter ces réfugiés dans les centres collectifs. Je peux dire qu'ils vivent dans des conditions très très difficiles. Le plus grand problème, c'est la nourriture, c'est-à-dire la farine, le sucre, l'huile. Ça coûte très cher. Au marché noir, un kilo de farine coûte 10 dixièmes, un kilo de sucre coûte 20 dixièmes. Et si les réfugiés ne gagnent rien, ils ne peuvent rien acheter. Et on mange seulement des lentilles, du riz, on obtient un quart de pain par jour, et c'est tout. Et si on sait que la farine est la marchandise essentielle pour la vie, on peut imaginer la vie des réfugiés à Zenica. Les Tchétniks nous ont chassés. On a dû venir ici. Maintenant que nous y sommes, nous souffrons, car il n'y a rien, même pas de pain. Ça, ce n'est rien d'autre que de la nourriture pour bétail, mais on est obligé de la manger. Pour nous 4, on n'obtient pas plus de 600 grammes de pain. Comment tiendrons-nous jusqu'à demain? Dans ce contexte, le danger vient plus de l'intérieur que de l'extérieur. La mairie de Zenica craint plus en effet les problèmes de criminalité qui se développent que ceux liés directement à la guerre, tels que les bombardements. Et puis, au-delà de la faim, il y a l'ennui et le désolement. Des familles dispersées dans le monde entier, des foyers abandonnés, des êtres chers disparus. Les villes de Bosnie offrent le triste spectacle des espoirs perdus. Beaucoup voudraient rentrer chez eux, mais quand et comment? Et nombreux sont ceux aussi qui voudraient s'installer à l'étranger, dans un pays en paix. Pourtant, vu d'en haut, Zenica aurait pu continuer à être cette petite ville industrielle où il y faisait bon vivre. Nous sommes les bénéficiaires d'un programme financé par le gouvernement américain, et le prochain programme que nous démarrons sera aussi financé par le gouvernement américain, c'est-à-dire que nous gérons en fait une flotte de taxis-camions. Ces programmes sont destinés à offrir aux autres NGO des possibilités d'acheminer leur aide, c'est-à-dire de la nourriture, des produits médicamenteux, et surtout des produits en ce moment pour l'isolation des maisons et des produits d'hivernage, y compris couvertures et vêtements chauds. Il faut bien voir que beaucoup d'NGO ont des programmes, ils peuvent obtenir des matériaux, ils peuvent obtenir des marchandises, mais ils n'ont pas les moyens de le transporter dans des zones de guerre. Or nous avons ces moyens-là, et il est vrai que souvent on oublie que le travail d'une organisation non gouvernementale peut être autre que du travail, j'allais dire, de donner l'écuelle à l'enfant. Et un des travaux principaux d'Équilibre de façon générale et surtout en Bosnie est justement d'acheminer cette aide, c'est ce que nous appelons largement la logistique humanitaire. Gilbert, donc vous venez d'arriver à Zenica, comment s'est passé le voyage? Pour le transport, ça s'est passé très bien, c'est-à-dire qu'on a eu des conditions vraiment très très bonnes. La neige avait déjà fondu, il y avait peu d'endroits verglacés pour une fois, seulement de la boue, et on a pu faire le voyage vraiment très très rapidement, c'est-à-dire en 24 heures, départ Metkovic, arrivé Zenica 24 heures, ce qui est très très exceptionnel. On a quand même perdu du temps, mais non pas à cause du transport, mais à cause des douanes, au départ, vu que les réglementations avaient changé pour la sortie de Croatie et qu'on a dû... on a craint à un moment d'être bloqué avec la marchandise plombée pendant une semaine. Heureusement, ça s'est régularisé. Je pense que le fait que le chef de mission soit allé sur place à Chiroki-Brieg, voir les douanes a arrangé les choses, ce qui fait qu'on a pu partir avec seulement un retard de 24 heures.
Pour aller en Bosnie centrale, à partir de la côte d'Almat, où nous travaillons tous, où toutes les ONG responsables de logistique travaillent, nous devons franchir une bande de territoire qui appartient à un gouvernement déclaré indépendant croate de Bosnie, que nous surnommons Herzeg Bosnie. Ces gens contrôlent, si vous prenez une carte, tout le sud de la Bosnie, c'est-à-dire que chaque fois que nous voulons approcher du matériel vers Zenica ou vers Sarajevo, nous sommes forcés de traverser cette bande de terrain qui va de quelques dizaines de kilomètres à peu près 150 km de large. Pour ce faire, nous devons d'abord obtenir des autorisations. Ça paraît étrange, mais effectivement, nous rentrons dans un territoire qui n'est pas reconnu, mais qui existe néanmoins, et ce territoire a sa propre police, son propre système politique. Et dans le système politique, il y a des bureaux qui nous donnent oui ou non les autorisations de passage. Alors chaque fois que nous faisons un convoi, 7 jours à l'avance, nous devons prévoir la demande de passage et l'envoyer. Si cette demande est refusée, nous ne pouvons pas passer en définitive. Et là, vous avez monté du matériel pour quelle ONG alors? Alors là, donc, on a fait le plein pour Médecins sans frontières Belgique, qui ont tout un programme de distribution de colis personnels, qui sont mis en paquets familiaux à Metković, et on les prend à Metković, on les dispatche dans un premier temps ici sur Zenica, et certainement dans le futur, on aura toute une distribution sur pas mal d'endroits de Bosnie centrale. Et j'ai entendu dire que ça représentait 500 tonnes. Ça représenterait 500 tonnes de transport à faire bientôt, quoi. Alors donc là, pour ce voyage-ci, on a chargé quasiment à l'usine de fabrication de ces colis familiaux. Et là, pour ce voyage, on est dispatché 3 camions, l'un à l'entrepôt d'MSF, l'autre ici à l'hôpital, et le troisième, je ne sais plus, enfin dans un autre endroit. Et arrivé à Zenica, comment se passe ensuite le dispatching? Est-ce que vous assurez aussi autre chose? Alors donc là, en arrivant à Zenica, souvent on décharge la marchandise qui peut ultérieurement aller à Tuzla par exemple. Vu que nos camions actuellement, enfin je parle pour la semi-remorque que j'ai ici, elle ne peut pas aller jusqu'à Tuzla. Et la charge est reprise par des petits camions, des Bedford, qu'on a acquis il y a déjà un an, et qui eux ont des capacités de franchissement pour aller jusqu'à Tuzla. Parce que Tuzla c'est vraiment une piste très 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 difficile. Et les camions plus importants, plus gros, plus volumineux ne pourraient pas y aller. Quoique, rien n'est dit, on peut toujours, je pense qu'Équilibre peut faire preuve d'audace et tenter ça aussi vers la Bosnie du Nord avec des camions beaucoup plus lourds et faire ainsi le transport depuis la Dalmatie jusqu'à Tuzla ou ailleurs sans retour de charge. Ça c'est quelque chose qui est envisageable. Les termes du contrat avec OFDA, on peut parler de termes techniques, 300 tonnes en permanence sur les routes. Moi je sais que pour moi ça correspond à 15 camions sur Split et 8 camions sur Zenica. Et il faut que ces camions tournent toujours. C'est assez compliqué à mettre en route. Les aléas, les choses qu'on ne maîtrise pas sont énormes. Les problèmes mécaniques, ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas trop parce que le matériel qu'on a, c'est du vieux matériel, on ne peut pas mettre des véhicules neufs sur la piste, neufs ou récents, en sachant tous les dangers, tous les risques de destruction de ces véhicules. Donc ça veut dire que pour avoir 20 camions qui roulent, il faut en avoir 30 sur le parc. Après, on a un problème de chauffeur. Ici, on n'est pas une entreprise comme les autres. On est une entreprise de transport, mais c'est quelque chose d'assez ponctuel. Dans une entreprise de transport en France, le profil des chauffeurs est à peu près le même. On peut avoir des idées politiques différentes, on peut avoir une vie familiale légèrement différente, mais il y a quand même une harmonie dans la manière de penser des gens. Ici, on a vraiment des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les âges, avec des motivations complètement différentes.
Il faut arriver à faire travailler tous ces gens ensemble. Quelquefois, il y a l'alchimie prendre, une espèce de magie qui fait que ça marche. Quelquefois, ça ne marche pas du tout, et là, ça devient compliqué. Les chauffeurs ont une tâche extrêmement difficile. Je mentionnais tout à l'heure les conditions climatiques. Vous pouvez imaginer ce que c'est que de conduire des camions très lourds sur des pistes couvertes de glace, mettre des chaînes, enlever des chaînes, rouler à 5 à l'heure, rouler à 3 à l'heure, être parfois arrêté pendant plusieurs heures parce qu'il y a un convoi descendant et qu'il convient de le laisser passer. Pendant ce temps-là, le blizzard souffle, et il faut reprendre la route avec 30 cm de neige en plus de la glace qu'il y a déjà sous vos pneus. Inutile de vous dire qu'on ne passe pas toujours, et nos 3 derniers convois faits dans des conditions littéralement sibériennes ont mis 17 heures pour faire 47 km. C'est un travail parfois très ingrat. Heureusement, ce n'est pas comme ça en été, et la piste de toute façon offre des vues superbes et les conditions sont totalement différentes. Quelles sont un peu les qualités qu'il faut pour un chauffeur pour travailler en Bosnie centrale actuellement? Eh bien, oui, il faut quand même pas mal de patience. À détecter les choses, c'est un petit peu la qualité requise, parce qu'il y a énormément d'attentes, énormément. Là, par exemple, nous avons dû attendre pendant 24 heures des autorisations. Ça aurait pu être une semaine, les camions chargés et plombés, sans pouvoir rouler, ce qui est très très frustrant. Ensuite, il faut pas mal d'endurance, là, parce qu'on a quand même fait quasiment un non-stop depuis hier, quelque chose comme 15 heures, oui, et il est actuellement 16h30. Et on a fait presque un non-stop, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 11h du soir à Tomislavgrad, et il a fallu se lever à 5h pour chaîner les camions et pour être prêt à enquiller la piste à 7h du matin. Donc ce qui fait vraiment très très peu de sommeil, quoi, et très très peu de temps de repos. Bon, donc c'est aussi pas mal d'endurance et aussi pas mal de maîtrise quand même des véhicules, parce que on prend des pistes actuellement qui sont vraiment piégeuses, quoi. Je me suis fait piéger la semaine dernière, pourtant je la connaissais cette piste depuis très très longtemps. J'y suis passé énormément de fois et je me suis quand même laissé piéger. Et j'ai failli perdre la remorque et éventuellement le tracteur, et peut-être même me foutre en l'air moi et être sérieusement blessé. Dans un ravin. Tu me reçois? Ce qui fait que... Donc, oui, pas mal de métiers quand même, hein. Ensuite, il y a toutes les conditions qui sont liées à la guerre. Et là, donc, je pense qu'une des grandes qualités qu'il faut, c'est le travail en équipe et vraiment la confiance dans, par exemple, les convoyeurs, les logisticiens qui font le convoyage. Car eux, ils ont des informations, eux, ils traitent donc avec les checkpoints. De plus en plus, ça devient vraiment raquette, etc. Et il faut vraiment faire corps chaque fois, ne pas se laisser distancer, ne pas se laisser disperser éventuellement. Et ce qui fait que vraiment, il faut pas mal de discipline. De plus en plus, on travaille un petit peu à la militaire, quoi, avec l'utilisation intensive de la radio, des tas de choses comme ça, et ça réclame quand même pas mal d'une qualité de discipline, disons. Je dirais que dans une ONG, c'est un petit peu paradoxal, mais quand même, actuellement, vu que les conditions sont de plus en plus difficiles, il faut aussi cette qualité-là. D'où le rôle primordial de nos convoyeurs. Autrefois, on disait log. Je refuse qu'on continue à utiliser ce terme. Nous avons des convoyeurs, et notamment par convoi, un chef convoyeur. Et le rôle des convoyeurs est d'assurer le passage au checkpoint, entre autres, en plus de la préparation du convoi et de la route, et de s'assurer que quand on va de camion en camion, certaines de ces personnes ne s'amusent pas à nous prendre de la marchandise ou à nous glisser des surprises dedans. C'est un travail stressant, mais je crois que les récompenses qu'il donne au point de vue psychologique, au point de vue joie d'avoir pu passer, compensent les moments difficiles qu'on peut avoir. Sur mon contrat, il est marqué logisticien. Ça veut dire beaucoup de choses, mais en concret, on s'occupe de tout ce qui est bonne marche d'un convoi. Le convoi étant composé de chauffeurs et d'un logisticien devant et d'un logisticien derrière.
Le convoi, ça démarre au dépôt, où on doit d'abord vérifier le matériel, préparer les voitures, préparer tout le matériel qu'on a besoin, autant des gilets pare-balles, que de la nourriture pour le convoi, que les cartes, que les renseignements pour la situation, si la situation militaire est acceptable, si ça peut passer, etc. Préparer les papiers administratifs, douaniers, autorisation, etc. Et une fois qu'on a fait un petit peu tout ça, le convoi il est prêt à partir. Là sur le convoi, on doit un petit peu manager, on doit ouvrir la route pour les camions et puis faire pour que tout se passe bien entre les chauffeurs, un petit peu organiser le convoi. Ça veut dire une bonne connaissance du terrain, des lieux, des gens. Je crois que la connaissance principale où il n'y a pas le droit de faire faute, c'est au niveau de la sécurité. La sécurité, c'est on vit dans un pays en guerre, il y a des risques. Et on estime que le jeu vaut la chandelle, que c'est possible d'acheminer de la nourriture, de l'aide en Bosnie centrale, même à travers les lignes de front, à condition que les règles de sécurité soient respectées. Et là, c'est notre travail de logisticien ou de chef de convoi, de mettre tout en œuvre pour qu'on fasse notre travail avec le minimum de risques. Donc ça commence par l'information, si on sait que la situation est catastrophique, dangereuse, etc. C'est à nous de prendre aussi la décision, on ne part pas, on rebrousse chemin. Si la décision est tout à fait acceptable, c'est peut-être à nous de dire ok on part, c'est tout à fait faisable, mais gilet pare-balles à partir de tel endroit jusqu'à tel endroit, c'est rouler très très serré sans jamais s'arrêter entre tel et tel endroit. C'est à nous de sensibiliser, de faire respecter ces règles de sécurité. Là, vite fait, hein, c'est cette route Split-Zenica, celle qu'on emprunte tout le temps, en permanence. Merci. Donc, on va se servir de tous ces schémas, voilà, ça va être parfait. Alors là-dessus, il y a plusieurs tronçons qui sont différents. Pistes, routes, zone de front, zone de combat, zone plus ou moins craigneuse. C'est ce qu'on va voir tout de suite, à vue de nez. Hein. C'est pas une question itinéraire, c'est une question de conduite et soyez au courant de ce que vous allez rencontrer une fois sur la piste. Et une fois que vous avez donné théorique sur la piste, vous allez voir sur place, sur le terrain, et ça va rentrer beaucoup plus vite. Donc, dans un premier temps, ici, on a un trajet qui est tout simple. Hein. On monte de Split par la route normale jusqu'à Kamensko. Kamensko, c'est ici, c'est la frontière. C'est de la route bête et méchante, hein, qui tourne, qui est relativement large, mais qui va bien. D'accord ? Là, passage de douane. Alors là, on peut rester planté pas mal de temps. Et ensuite, on enquille sur Tomislavgrad. Toujours pareil, route un peu plus étroite, mais c'est de la bonne route. Tomislavgrad, il y a un camp UN. Donc en général, on dort la nuit à côté du camp UN, dans les camions, ou au gymnase du camp UN. On se fait booker pour partir le lendemain tôt, quand ils veulent nous laisser partir. Cette piste, en gros, on peut prendre 3 tronçons sur la piste. Ça, c'est uniquement pour aller à Sarajevo. Non, pour aller à Zenica, c'est notre tracé le plus courant. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Donc, premier checkpoint, on chaîne souvent là. C'est une piste qui fait 50 km de long, qui monte une montagne, plateau, et on redescend en douceur. Enfin, plus ou moins en douceur. Donc, première montée très serrée, avec des épingles qui sont délicates, qui sont souvent glacées. Hein. Et ensuite, le plateau, la glace pratiquement en permanence. Là, on a eu de la chance, mais là, c'est de la glace en permanence, avec des pseudo-descentes, avec des virages en dévers, avec des gens qui viennent en face, des bus HVO, des camions HVO, des locaux, des convois UN, et des endroits où on ne peut pas croiser. Donc, ce qui se passe... C'est là qu'intervient la radio. Voilà, ce qui se passe donc à ce moment-là, on a la voiture de tête, c'est largement en tête, qui voit la route, qui annonce les obstacles, virage dévers, virage glacé, une voiture qui arrive en face, on essaye de la stopper, on n'essaye pas de la stopper, un bus qui vient en face, un convoi UN. Ce qui veut dire que par exemple on va annoncer un convoi UN, qu'est-ce que ça veut dire obligatoirement ? Ça veut dire se garer, trouver une place ou garer tous les camions pour pouvoir croiser. Ou alors faire stopper le convoi UN si on peut pas et passer nous. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tête, moi j'ai besoin d'infos. Ça veut dire que moi en tête j'ai besoin de savoir que le convoi est arrêté, que le convoi est en train de se faire croiser, que ça passe, que ça ne passe pas au cas échéant, donc on est planté. Qui c'est qui a allumé ça là J'ai besoin aussi de savoir si vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc moi je vais tout faire pour arrêter le convoi UN, faire arrêter le bus, etc.
Il faut voir aussi que ces types-là qui sont dans les HVO, qui sont dans ces bus-là, c'est des gars qui reviennent du front. Il faut voir que c'est des gars qui sont souvent en pleine Slebovic. Alors des gars, faut prendre avec une certaine courtoisie, un certain tact. Hein, voilà, il faut faire attention un peu. Ça correspond à la discussion qu'on avait hier. Donc voilà pour les premiers 50 km de piste. Après le plateau, ensuite donc on redescend en douceur sur l'endroit qu'on appelle Varvara, avant Prozor, c'est une carrière, l'endroit où on déchaîne en général, et où on attend la prochaine escorte, on attend le feu vert des UN pour pouvoir passer ensuite vers Prozor. Donc la piste, après Varvara, Prozor, toute petite route étroite, pareil, difficile à croiser, il y a des convois, il y a un peu de tout là-dessus, mais c'est de la route. Donc même topo, bagnole de tête beaucoup plus en avant, et on suit, et pareil, relais d'information en permanence. Prozor. Alors on arrive donc à Prozor. Prozor, la situation, c'est toujours HVO. Voilà. On est toujours... voilà. On n'est pas loin du front. On commence à se rapprocher du front. C'était un endroit qui était bombardé il y a quelques temps. Ça s'est calmé maintenant parce que les HVO ont commencé à avancer. Ça s'est calmé. Mais c'est une ville de garnison. Donc toujours pareil, les mêmes gens, les HVO, excités, fous à cause de la guerre, et plein de Slebovic. Et puis ils sont chez eux, là, vraiment. Là c'est fini, là il n'y a plus de l'eau, là ils sont chez eux. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de... Enfin si, mais là on commence un peu le Far West. Donc, qu'est-ce que sont les risques dans ce village-là? C'est on se fait braquer. On s'est fait braquer des gilets pare-balles, on peut se faire braquer. On peut avoir des gros problèmes avec les gens sur place. Et ça peut être le véhicule, ça peut être la bagnole, ça peut être n'importe quoi. Tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Donc les consignes dans ce village-là, c'est on se regroupe, on reste en paquet. Parce que braquer un véhicule tout seul, c'est une chose. Braquer un convoi, tu réfléchis déjà plus. C'est pas ce qui les empêchera le cas échéant. Mais tu y réfléchis déjà plus. Donc à cet endroit-là, on resserre. Alors le malheur, c'est que c'est un petit village merdeux, étroit. Il y a du monde partout, il se faufile entre les bagnoles, entre les camions. Ça croise pas. C'est un endroit assez merdique à passer. D'accord? Ensuite pareil, on a enquille le col de Prozor, grande montée relativement large, qui monte, qui monte même pas mal, c'est un col. Il y a un gros dénivelé. C'est un endroit où on s'attend dans la montée. On a déjà eu des pépins là. Ouais, c'est ce qu'on disait là. Donc toute la région de Prozor, le danger de la région de Prozor, c'est le braquage. Donc pareil, on s'attend, il y a les semis qui traînent dans les montées, on le sait, on les attend, on reste en convoi coupé bien propre. Là on peut commencer souvent à trouver de la glace et de la neige aussi. Donc la dernière fois on a eu le problème, il y a une épingle à un endroit, on a eu un Munich qui a fait un gros tout droit dans l'épingle, il s'est arrêté sur la falaise. Pas de dégâts mais chance. Voilà. Alors on continue, on rattaque la descente sur Gorny-Vacouf. Alors déjà quand on est au sommet du col de Prozor, tu vas voir, il y a des canons qui tirent, il y a des chars qui se baladent partout. La descente est souvent glacée, verglacée. Attention, pas bon. On arrive à peu près 5 km avant Gorny-Vacouf, un checkpoint qui est installé, qui est nouveau. Et juste derrière, on prend l'escorte. Donc on s'arrête à ce moment-là, on prend l'escorte et on va traverser Gorny-Vacouf. Gorny-Vacouf, donc on en est ici. Donc la piste ici, Prozor, le lac, ce fameux col. Gorny-Vacouf, c'est une ligne de front, c'est le front. Autrement dit, à la moitié de Gorny-Vacouf, croate. Ici, la moitié de Gorny-Vacouf, musulmane. J'ai pas compris votre position, tu peux répéter ta position Antoine? 5 km avant le début de la piste aux travaux. 5 km avant le début de la piste aux travaux, à toi. 5 km avant le début de la piste des travaux, est-ce que tout va bien? Tout va bien, mais on est bloqué ici parce qu'il y a des bombardements, de gros bombardements sur Gorny-Vacouf, à toi. Gorny-Vacouf, qui est d'un côté croate et musulman. Ça bombarde assez souvent, tire tout le temps, généralement, tout le temps du tir, tout le temps. Assez souvent du bombardement aussi. Et est-ce que vous côtoyez véritablement la guerre, justement? Est-ce que vous passez dans des lignes de combat, des lignes de front? Oui, toujours les lignes de front. Les lignes de combat aussi. Tiens, aujourd'hui par exemple, on en a passé deux. L'une à Gorny-Vacouf, et effectivement ça pilonnait. Et l'autre du côté de Boussovacha, là aussi on nous a dit que ça pilonnait. On n'a pas entendu directement d'impact, mais on nous avait prévenu que ça pilonnerait. On en a passé une troisième aussi, j'oubliais, près de Novitravnik,
Là aussi, on nous avait dit qu'il y aurait éventuellement des risques, mais pour aujourd'hui c'était calme. Par contre, à Gornji Vakuf, on a entendu les pilonnages et on est passé apparemment après, quelques minutes après ou quelques quarts d'heure après, qu'il y ait eu des impacts qui sont tombés sur la route qu'on empruntait. Alors ce qui veut dire quand même qu'on passe constamment à travers donc, des lignes de front, des zones de combat aussi. Gornji Vakuf, c'est une zone de combat depuis pas mal de temps. Mais de toute façon, on passe toujours à travers des checkpoints qui actuellement sont de plus en plus délicats parce que de plus en plus incontrôlés. Et bon, c'est pas forcément du combat, mais c'est un petit peu des risques de racket. On sort de vitesse, on va arriver, toujours pareil sur cette route-là, au checkpoint de Busovača. C'est le dernier checkpoint croate. Alors là, c'est l'arrêt, c'est le dépiotage, c'est on t'emmerde. Ils sont en train de prendre des obus sur la gueule par les musulmans, et nous on va amener la bouffe aux musulmans pour aller à la ville. Alors tu comprends, ils sont pas bien contents. Alors ils nous emmerdent. Alors là, il y a vraiment pas une autre route. Non, là il y a pas de. T'as pas le choix, tu passes par là, t'as pas le choix. De toute façon, il y aurait une autre route, il y aurait d'autres checkpoints. Donc moralité, tu coinces. Alors, maintenant, les règles en général, hein, on va pas rentrer trop dans le détail maintenant parce que c'est pas la peine. Les règles en général, checkpoint. Checkpoint, on sort pas de son camion, on reste assis dedans. Hein, parce qu'il peut y avoir des mines à côté, parce que tu te fais prendre à partie par la population, parce que tu te fais prendre à partie par les policiers. D'accord? Donc tu restes dans ton camion. Quand tu as un problème, une fouille qui devient pénible, quelque chose comme ça, tu essayes de voir avec le chef de convoi, c'est lui qui va négocier. D'accord? Quand ton camion est fouillé, l'intérieur, pas la cabine, mais ton chargement, tu l'accompagnes? Tu accompagnes. C'est la seule raison que tu as de sortir de ton camion. Tu accompagnes et tu le surveilles. Tu le surveilles tout le temps. Qu'il ne vole rien ou qu'il ne dépose pas de saloperie en bus. Je vous avais expliqué là, ils avaient foutu des calibres dedans et puis ils ont braqué les camions après. Donc tu surveilles en permanence. Et si tu as un pépin, tu temporises avec le type. Comprends pas. Et tu de suite dans la foulée, tu te débrouilles à récupérer le type de combat qui va venir négocier. Tu évites de faire ton petit trafic. Tu vas te faire prendre à partie par les gars. Tu les connais pas encore, tu comprends rien à ce qu'ils racontent. Et tu risques de te retrouver dans une embrouille. Les mecs ils le savent, ils sentent. Ils sentent que tu es. Moi j'ai pas de problème, moi quand il y a une lettre, un truc comme ça, je m'arrange avec eux. Ils ne font pas les mêmes fouilles, ils ne font pas les mêmes choses qu'ils vont faire avec quelqu'un qui connaît pas. Parce que je peux arriver à discuter avec eux, parce que. Donc, tant que tu les connais pas, et même si tu les connais, tu laisses faire ça au chef. Parce que lui il est une négociation, il sait où il en est, il a toutes les cartes en main, toi tu vas avoir qu'un petit bout. Mais là, par contre on ne cède pas, on donne. On ne donne pas. Parce qu'ensuite justement on arrive à des cas comme maintenant où ils te fouillent les cabines, pas pour voir s'il y a des trucs illicites, mais pour te récupérer le matos. Alors, le principe c'est, écoute, je te récupère le matos et je t'emmerde pas. Alors c'est vrai que c'est tentant, hein, parce que si tu ne donnes pas le matos, je vais t'emmerder. Mais manière d'une autre, ils t'emmerderont quand même. De toute façon, ils t'emmerdent. Et donc tu laisses rien et tu passes. Antoine, si tu peux me parler un peu de ce village bonbon et des problèmes qui s'y passent. Eh bien, les problèmes de ce village, c'est un peu le symptôme des problèmes de la Bosnie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus rien, qui ont faim, et nous, qu'est-ce qu'on représente? On représente la vie, on a la nourriture, on a tout ce qu'il faut dans les convois. Ces gens-là voient passer ça en longueur de temps. Ils savent que là-dedans, il y a de quoi se nourrir, de quoi se chauffer, de quoi se vêtir. Ils deviennent un peu fous. Quand je dis un peu fou, ça se dégrade de convoi en convoi. Hein. La situation se dégrade vraiment. Premier temps, ma foi, c'était des gamins qui étaient autour des camions et qui demandaient des bonbons, des cigarettes, un peu comme ici. Ensuite, ça a été première arrêt, dès qu'on peut, on essaye de voler quelque chose, on essaye de décrocher quelque chose. Et là, maintenant, les derniers convois, c'est carrément des petites embuscades. Enfin, c'est pas encore bien méchant, mais on a peur que ça se dégrade. Ici, des barbelés tendus au milieu de la route, des petits troncs, Alors ça nous oblige à ralentir pour les ôter. C'est des gens qui se jettent sur les bâches à l'arrière, qui découpent les bâches, histoire d'arracher des colis, des choses comme ça. Mais c'est des planches cloutées, dissimulées dans des trous sur la terre pour crever les pneus.
ça se dégénère. Et c'est le seul endroit comme ça? Alors c'est un endroit un peu spécifique effectivement, c'est à la sortie de la piste aux travaux, donc alors il y a Gorny-Vacouf, la ligne de front, on attaque une piste qui fait 14 km et ensuite on arrive aux premières habitations musulmanes. Et à partir de là, effectivement, on commence à avoir des problèmes jusqu'à l'entrée de Novi Travnik, c'est-à-dire la zone croate. Donc entre les deux fronts, les zones d'habitation, on a des problèmes effectivement. Pour vous donner une idée du rôle que joue Équilibre, d'après les propres chiffres du BRIT-BAC, bon, jusqu'à ce que ce programme qui démarre, nous avons pas tout à fait 2% du tonnage disponible à l'UNHCR. Mais avec ces 2%, nous représentons 15% du tonnage total apporté en Bosnie centrale. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'UNHCR, nous sommes 7 fois plus performants. Au mois d'octobre, nous avons perdu 2 semaines. Au mois de novembre, nous avons perdu 3 semaines. C'est-à-dire pendant 3 semaines, on n'a pas tourné. Au mois de décembre, nous avons perdu à peu près 10 jours. Déjà ce mois-ci, nous avons perdu à peu près 7 jours, toujours à cause d'autorisation, ou alors à cause des conditions militaires sur la route, parce qu'il est bien certain que quand la route est l'objet de convois violents, il est hors de question qu'on puisse envoyer des convois. Nous serions fous de le faire. Nous prenons des risques, je ne dirais pas du tout calculés, parce qu'on ne peut jamais calculer un risque. Nous prenons des risques dans le sens où nous engageons des camions sur des pistes qui sont dangereuses au point de vue technique. Mais quand nous savons qu'il y a des combats devant nous, pertinemment, nous ne poursuivons pas. Et je pense que même on nous interdirait de passer physiquement la police militaire britannique ou même les checkpoints qui sont là aussi pour ça. C'est-à-dire que on a parfois un sentiment non pas d'inutilité mais d'inefficacité, puisque nos camions sont chargés, on est prêt à partir et on ne peut pas rouler. Et je crois que c'est le plus difficile moment de cette mission, c'est d'être contraint à l'inactivité alors que nous avons tout pour travailler correctement et que nous sommes bloqués ou pour des questions administratives ou pour des questions politiques. Et à la limite, on comprend si on est bloqué pour des questions militaires. Et comment on vit alors au milieu de cette guerre, quand on y est depuis plusieurs mois, comment on fait sa place ici? Bon, nos conditions de travail sont telles que nous vivons en partie ici à Zenica, lorsque nous y venons. Ça c'est notre base, disons, finale, et en partie à Split. Et Split, c'est le Dalmatie, c'est le tourisme, c'est l'ancienne zone touristique de l'ex-Yougoslavie. Et nous sommes dans un pays où la guerre est très lointaine, et où nous avons des conditions de vie qu'il faut dire excellentes. Voilà, donc nous passons vraiment du tourisme, enfin on ne fait pas du tourisme, mais d'une zone touristique et en paix, à des zones où il y a des privations, où il y a la mort quotidienne, où il y a effectivement des combats, où il y a des gens qui souffrent, des gens qui se font exproprier de chez eux. On passe souvent dans des zones qu'on a fréquentées, par exemple à Vitez, qui était l'année dernière encore, au mois de février, notre base logistique. Et bien des maisons que nous avions vues avec des habitants que nous connaissions, donc ces maisons-là maintenant, sur le bord de la route, sont complètement ravagées. Et on se demande où sont passés les habitants que nous fréquentions. Par exemple, le petit café près de la base logistique de Vitez, il est carrément détruit. L'endroit où nous faisions laver nos camions, au Karcher, cette maison-là, dont on connaissait les enfants, la femme, l'époux, etc., toute cette maison est ravagée. Et on se demande où sont passés les gens. Et c'est vraiment attristant, progressivement, après les mois, après les semaines, de voir que des régions qu'on a vues encore en paix sont fracturées définitivement. Peut-être pas définitivement, mais c'est mal parti pour l'instant, c'est mal parti. Et ça c'est affligeant de voir que ça s'aggrave, complètement. Même à Zenica. La première fois où je suis venu, c'était en juillet 92.
Eh bien, Zenica, c'était une ville super où il y avait une agitation, une vie nocturne, il y avait une espèce de centre où il y avait plein de cafés, où on pouvait aller se balader, etc. Boire des pots tranquilles. Actuellement, c'est une ville où il y avait d'énormes tensions, d'énormes privations, on ne peut plus se promener, il y a une espèce de couvre-feu rampant. Il y a des impacts aussi de temps en temps, d'obus. Et il y a la privation partout, et puis les gens ont complètement changé, ils sont vraiment... parfois ils sont mendiants, ils sont réduits à la mendicité. C'est vraiment très dur de voir qu'une ville qui il y a 1 an et demi était une petite capitale de province, est devenue un trou, un petit ghetto encerclé et qui dépérit complètement. Quelle est la motivation alors des chauffeurs, des logisticiens pour venir travailler ici? Qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous venez apporter? Nous, on fait tout simplement, tout prosaïquement, du transport de denrées humanitaires. Ça peut être de la nourriture, du médicament, ça peut être aussi des éléments par rapport aux maisons, par rapport au froid, etc. Donc nous on fait prosaïquement du transport, c'est-à-dire qu'on supplée à un besoin immense, en l'occurrence, à 2 besoins immenses, provoqués par 2 choses. Les ONG en général ne savent pas transporter, et les transports locaux sont ou bien détruits, ou bien ne peuvent pas passer à travers l'île de front, puisqu'ils sont toujours marqués par une ethnie, et ils ne peuvent pas traverser des régions qui leur sont hostiles. Donc nous faisons tout simplement, nous remplissons un vide, nous transportons pour les ONG qui n'ont pas le moyen de transport, et nous transportons à la place des locaux qui ne peuvent pas transporter, vu qu'ils seraient pris en otage à un checkpoint ou à un autre. Bon, on sent vraiment, lorsqu'on est accueilli comme ça à Zenica, où il y a vraiment une foule qui attend donc que ce camion-ci soit déchargé, on s'aperçoit qu'il y a vraiment... on apporte vraiment des choses, on apporte vraiment des choses qui sont indispensables, qui sont attendues, dont les gens sont privés. Et ça, ça récompense évidemment de tous les dangers de la route, les dangers physiques, les dangers psychologiques aussi, parce que c'est vraiment stressant comme truc des fois. On est récompensé lorsqu'on voit des choses comme ça. Comment se passent les relations avec les autres ONG? C'est des relations amicales, professionnelles? Comment ça se passe en fait sur le terrain? Alors, il y a des hauts et des bas. Il y a parfois des rivalités de chapelle, tout bête. Par exemple avec d'autres ONG, dont Première Urgence, qui font elles aussi du transport. Alors, ce fut le cas il y a quelque temps où on était vraiment concurrents et même parfois adversaires. On a fait un convoi avec eux où on a eu les mêmes galères qu'eux et on s'est entraidés. Et c'était vraiment formidable. Et actuellement, le Première Urgence est je pourrais dire une ONG amie et même alliée. Les relations actuellement, donc grâce au fait que nous transportons leurs denrées, nous avons d'excellentes relations avec plein d'ONG. Feed the Children, MSF, MDM, PSF, etc. Toutes ces ONG donc, savent que nous essayons de faire le maximum pour transporter leurs marchandises. Elles savent que nous avons quand même un style de travail ONG, c'est-à-dire que nous avons quand même des critères, une éthique par rapport donc, à la marchandise transportée, en termes de délai, en termes de fauche, etc. Et ça, ils comptent beaucoup sur nous, et puisqu'on a ce style de travail-là et qu'on n'est pas des salariés classiques, on leur rend quand même pas mal de services et ils nous en sont reconnaissants. Ce qui est bien dans le boulot que l'on fait actuellement, moi j'aime bien donc travailler pour des ONG que j'apprécie, par exemple MSF ou MDM ou d'autres. Et c'est vraiment c'est chouette de pouvoir les aider à faire leur boulot, parce que sans nous, ils auraient d'énormes difficultés à s'approcher donc, des zones à risque et des zones où il y a des manques. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir apporter notre contribution à ça. Et par rapport aux gens donc, de Bosnie, quels sont vos rapports avec eux? Avez-vous des moyens, des moments pour les côtoyer, pour parler avec eux, les rencontrer? Oui, à Zenica par exemple. À Zenica, lorsqu'on y vient,
ou d'autres points de déchargement, par exemple à Vitesse, il est possible d'avoir quand même des échanges. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes à la base, disons arrière de Split. Où là, donc, nous sommes en Croatie et nous sommes l'objet de pas mal d'hostilités. Hein, parce que nous sommes censés, enfin je veux dire c'est erroné mais c'est comme ça que c'est perçu, nous sommes censés aider, même de manière humanitaire, des ennemis. Par exemple les musulmans ou les Serbes. Ce qui fait qu'en Croatie, les relations sont pas très chouettes. En Croatie, nous n'avons pas de camp de réfugiés à visiter. Donc, si on avait cette possibilité de rencontrer des réfugiés en Croatie, on aurait peut-être un rapport plus décontracté. Pour ce qui concerne donc ici Zenica, bon, moi je remarque que ça installe quand même pas mal disons, de comportements de mendicité et même plus que ça, de raquettes, etc. Et je pense que ça ne facilite pas moi le rapport que j'ai avec les gens. Mais bon, je ne suis pas trop sévère par rapport à ça. Je dis simplement que ça limite un petit peu l'échange que j'aimerais avoir. Mais ça ne le condamne pas, je veux dire. C'est pas pour ça que c'est impossible. Mais c'est, à mon avis, un petit peu limité, quoi. Et le fait de travailler ici avec des locaux, puisque l'équipe qui travaille ici à Zenica travaille avec des réfugiés ou des gens de Zenica, est-ce que pour toi c'est important, c'est une chose qui est bien? Oui, c'est dans l'état actuel des choses, c'est bien, puisque l'équipe qui travaille pour Équilibre est une équipe tripartite, hein, je crois, c'est-à-dire avec les 3 composantes de la Bosnie. Je pense que c'est bien. J'espère que jusqu'au dernier moment, cette équipe-là arrivera à rester unie, quelles que soient donc les tractations, les divergences qu'il y a entre leurs 3 communautés. J'espère aussi que cette équipe-là, parce que justement elle est tripartite, restera neutre et gardera l'éthique humanitaire, qui est de aider toutes les populations qui sont en danger et dans le besoin, que cette équipe-là restera suffisamment humanitaire pour ne pas basculer en faveur de telle ou telle population qui aurait plus ou moins sa sympathie. Donc à ces conditions-là, je pense que c'est une très bonne chose que nous ayons une équipe, disons, de Bosnie avec ces 3 composantes. Le danger étant que, ultérieurement, elle ne soit plus neutre. Le rôle des chauffeurs ici dépasse la conduite. D'abord, nous travaillons en comité restreint. On est peu nombreux. Vous avez peu de mécaniciens, c'est-à-dire que toute votre action, c'est non seulement de conduire les camions, mais aussi de donner un coup de main pour l'entretien habituel de vos machines. De toute façon, c'est votre rôle qui compte. Aussi, quand il s'agit de faire des déchargements ou aider au chargement et tout ça, c'est votre rôle de donner un coup de main aussi. On sait que c'est fatigant. On le fait au bureau, hein, quand il y a des camions qui arrivent. Vous êtes en convoi, vous ne le voyez pas, mais on se met des vieux t-shirts Mirsada et on y va. C'est-à-dire que, toujours dans l'esprit de cette mission, votre job, c'est pas de dire je suis payé pour conduire mon camion et puis il s'arrête au moment où vous tournez la clé de contact. Quand on est en mission ici, de toute façon, le travail, il est pratiquement 24 heures sur 24 parce que c'est l'esprit qui compte et non pas le travail fait. Je t'écoute. Salut, c'est Andy. Alors là, on est au checkpoint de l'église, kilomètre 32 sur la piste aux étoiles. Sur la piste de quoi? Sur la piste qui part de Tomislavgrad. Piste du lac. La piste du lac. Sur la piste du lac. Tu vas capter. Ouais, c'est ça. Et donc là, on redémarre après avoir passé le checkpoint de l'église. Vous êtes sur la piste du lac, c'est ça? Affirmatif, on retourne donc sur Split. D'accord, mais vous l'avez fini ou vous l'avez commencé la piste du lac? Parce qu'on est au milieu. Non, on la commence, on l'a un peu plus que commencé. D'accord, donc vous venez de rentrer sur la piste du lac, ça va? Je pense que tu avais tout à l'heure, c'est très bien. Voilà, c'est ça, donc on vous rappelle en sortant de la piste. Bon, écoute, je t'entends relativement mal, essaie de me rappeler un peu plus tard, d'accord? Qui c'est qui m'appelle? Ok, à plus tard. Merci d'avoir appelé, ciao. Très bien. Ouais, mais j'entends
donc d'être sûr que tout le monde est parti. Andy,